Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, on va commencer ce live dans une minute. Euh, Avant de commencer le live, je vous rappelle que vous avez donc sur la droite de votre ordinateur un chat, la possibilité de poser des questions et de voter pour les questions les uns des autres. Et à la fin de la conférence, on prendra les questions qui ont été le plus votées. Vous avez aussi un premier sondage. On vous a posé une question. Est-ce que vous participez aujourd'hui à une initiative solidaire dans le cadre du confinement? Voilà, n'hésitez pas à répondre au sondage, qui permettra de lancer la discussion. Alors, Jennifer et Thierry, il faut que vous enleviez le son de vos notifications, si ce n'est pas fait, juste au-dessus de votre écran, de votre vidéo. Sinon, on va vous entendre. On va entendre dès qu'il y aura une notification. Tout au-dessus. Juste au-dessus, juste au-dessus de ton écran, en haut à droite. Il y a une petite cloche. C'est bon? Ouais. Bon, on va commencer. Ouais, bonjour à tous. Alors, je rappelle du coup le sondage sur la droite pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Un petit sondage sur est-ce que vous participez aujourd'hui à une initiative solidaire? C'est le thème de la conférence d'aujourd'hui. Allez, alors super, bonjour à tous, je suis ravi que vous soyez là ce soir, un vendredi soir à 18h, il y en a beaucoup qui sont déjà en Skypero, mais vous êtes là pour suivre cette conférence, c'est un peu notre Skypero à nous. C'est la troisième édition qu'on fait. On est heureux de voir qu'il y a de plus en plus d'audience. Alors aujourd'hui, vous êtes un peu moins nombreux que la dernière fois, mais nul doute que sur les prochaines, il y aura encore plus de monde et que vous serez beaucoup à regarder en replay également. Le concept reste le même, environ 30-40 minutes avec deux intervenants, deux invités, un élu et un expert. Aujourd'hui, une élue, une maire et un expert qui vous parlent des enjeux du moment pour les élus. Alors, on a déjà parlé de communication, on a déjà parlé d'installation des conseils municipaux. Aujourd'hui, on vous parle des solidarités, sachant qu'il y a à peu près 2,6 milliards de personnes confinées dans le monde aujourd'hui, pratiquement un tiers de la population mondiale, des personnes qui sont vulnérables, qui ont besoin d'accès à des services publics. Cette vraie question, comment faire vivre les solidarités à l'échelle locale en période de confinement, est une question cruciale pour les élus. Pour la conférence d'aujourd'hui, moi j'ai la chance d'avoir Jennifer et Thierry. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Jennifer, toi tu es conseillère régionale, mais tu es surtout maire de Riom, une petite ville de 3600 habitants en Haute-Garonne, et tu as été réélue au premier tour. Félicitations. Merci. Ça semble déjà loin. Et dans la vie, civile, tu es dirigeante d'entreprise. C'est ça. Et Thierry, toi, tu es président de Cofluence, un cabinet qui accompagne les collectivités. Et tu es aussi surtout fondateur de Start-up de Territoire France, que je vais te laisser présenter juste après, qui est un projet que nous, chez Tous Politiques, on adore et qu'on suit depuis quelques temps. Tu es spécialiste des questions de participation citoyenne, d'innovation sociale et de développement des territoires. Tu peux nous dire un mot rapidement sur Start-up de Territoire? Oui, alors Startup de Territoire. Bonjour tout le monde. Startup de Territoire, c'est en effet une démarche qui a été expérimentée sur 6 territoires à partir de 2016, donc Romans-sur-Isère, Lons-le-Saunier, Figeac, Bordeaux, Toulouse et Lille. Le principe est assez simple. La conviction, c'est de dire il faut redonner aux citoyens le pouvoir d'agir et de changer la vie là où l'on vit. Donc, c'est de dire aux citoyens, mais faites-nous part de des grands enjeux et des grands défis sur votre territoire. Faites-nous part aussi de vos indignations, de vos colères, de vos besoins. Et j'ai envie de dire, ne restons pas dans le bureau des plaintes, mais transformons cette énergie en énergie du faire et transformons vos bonnes idées en projets entrepreneuriaux en laissant la possibilité à chacun d'entreprendre son territoire, quelle que soit sa condition sociale, via des approches à 360 degrés, en essayant de mobiliser un maximum d'acteurs et de citoyens sur la redynamisation du territoire. Et donc du coup, on a expérimenté pendant 2 ans sur ces 6 territoires. Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase d'essaimage. C'est plus de 150 projets à l'échelle nationale, c'est plusieurs dizaines d'emplois créés, plusieurs centaines d'emplois préservés, sur des thématiques aussi larges que les redynamisations du centre-ville, des redynamisations de friches industrielles. C'est un projet un peu dingue. On pensait pas que ça allait nous emmener là, mais c'est plein d'énergie, plein de folie, plein de gens, et c'est juste magnifique ce qu'on vit.
Super, merci Thierry. Effectivement, c'est vraiment un très très beau projet. Moi, j'ai pu voir un certain nombre de retours et j'ai pu te voir à l'œuvre dans des séminaires internes. C'est assez impressionnant la manière dont tu mobilises et tu engages les gens. Alors, je vois que Jennifer, tu as déjà bien pris en main le chat puisque tu commences à répondre. Du coup, ça me permet, pour ceux qui viennent d'arriver et ceux qui n'étaient pas là, de rappeler qu'il y a un onglet questions et un onglet sondage. Si vous voulez poser vos questions, posez-les dans les questions. Vous pourrez voter pour les questions les uns des autres, ce qui vous permettra d'y répondre à la fin. On va commencer tout de suite la conférence avec une première question pour toi, Jennifer. Tu as été élue à Riom, réélue euh, au premier tour des élections et du coup, tu es directement confronté à cette situation de crise et de confinement sur ton territoire. Est-ce que tu peux nous décrire ta commune, la population, ses spécificités et la manière, enfin, les problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc ma commune, comme tu le disais, c'est une petite commune de 3600 habitants, mais qui regroupe à peu près tous les services. On a de nombreux commerces en centre-bourg, on a un EHPAD, on a une école maternelle, une crèche bien sûr, une maison d'assistance maternelle, une école élémentaire, un collège et un lycée professionnel. Et bien sûr des professionnels de santé. Donc c'est vrai que sur la question des élections, ben, on n'a pas attendu le jour de l'élection pour s'occuper de la crise. Du coup, ça a mis beaucoup de questions à traiter, notamment ben, évidemment en ce moment la question de l'EHPAD. Donc on est en lien étroit avec la directrice, enfin, je suis en lien étroit avec la directrice de l'EHPAD. On essaie de trouver des solutions, sachant qu'ils n'ont pas tous les mêmes niveaux de réaction entre les groupes privés et publics. Nous, c'est un EHPAD public, donc j'essaie d'utiliser de ce que font les groupes privés aussi pour essayer d'avancer un peu plus rapidement sur notre EHPAD public. Il n'y a pas toujours tout le réseau, en tout cas la même réaction avec le réseau national. La question, on a mobilisé bien sûr les professionnels de santé. Tu veux que je détaille là maintenant toutes les problématiques et après ce qu'on met en que les problématiques. Les problématiques que tu as, ouais. Donc, il a fallu réunir aussi l'ensemble des acteurs de la commune, à savoir évidemment les professionnels de santé, mais aussi les commerçants pour qu'ils puissent réagir, les écoles. Il a fallu structurer aussi la question de l'accueil, bien sûr, des enfants, des personnels soignants. Donc, de travailler en lien avec tous les intervenants. Voilà, aujourd'hui, c'est les premières problématiques auxquelles on est confronté. Et après, les solutions, ben, je pense qu'on développera dans un deuxième cas. Il y a eu la question aussi de la gestion de la collectivité, savoir quels services on gardait ouverts ou pas, jusqu'à quand on maintenait l'accueil, et comment on organisait aussi la question de la continuité du service public, tout en protégeant bien sûr les agents. Donc, il y a eu aussi ce point-là. Pour la question du nombre de cas, moi, j'en ai pas le détail, malheureusement. Je suis en lien avec les professionnels de santé qui m'informent régulièrement des cas, peut-être, en tout cas du nombre et de l'évolution, mais j'ai pas le détail. Le suivi qu'on fait un peu plus particulier, c'est sur la question des écoles, parce que là, on a les parents qui nous informent, et donc on informe à chaque fois la classe, les parents de la classe et les enseignants pour le suivi. Je sais pas si tu veux que je rajoute des choses sur la présentation de la... Non, c'est super, c'est très précis. Et du coup, je pense, comme on le disait en intro, il y a de vrais enjeux pour les collectivités locales parce que c'est vous qui êtes à la fois aux manettes, vous avez pas mal de moyens. Et puis en même temps, c'est vous qui êtes, alors peut-être pas en première ligne parce qu'il y a les professionnels de santé, mais en tout cas en soutien de cette première ligne et en coordination et en organisation. Thierry, justement, une question pour toi à ce titre. Quel est le rôle des collectivités et quel est le rôle des élus dans ce contexte de confinement et dans ce contexte de crise? Alors, n'étant pas élu, c'est pas forcément évident de parler. Enfin, j'imagine que la situation elle est tellement exceptionnelle qu'il n'y a pas le manuel du bon rôle en période de confinement. Donc, moi, en tout cas, mon avis, c'est, tu l'as dit, moi, mon métier, c'est de travailler dans l'innovation sociale. L'un des piliers de l'innovation sociale, c'est le dialogue. Et moi, je suis un fervent partisan du dialogue physique avec des rencontres dans lesquelles on prend du temps pour écouter les problématiques et les indignations de chacun. Et ça, en règle générale, ça fait presque 15 ans que je fais ce métier, ça fait 15 ans que je dis qu'il faut plutôt favoriser les rencontres physiques et voilà. Donc évidemment, ça évalue juste mon niveau de frustration de rester confiné. Néanmoins, quand on n'a pas le choix, je pense que le rôle des collectivités ne change pas. C'est de maintenir en fait un contact et avec
avec les personnes de sa collectivité, avec ses habitants, avec ses citoyens, pour plusieurs raisons. Un, parce que qu'on soit confiné ou pas confiné, eh ben, il faut toujours continuer à rompre cette solitude qu'on peut trouver notamment dans les différentes communes, qui est évidemment exacerbée dans ces périodes de confinement. C'est des moments qui sont souvent difficiles à vivre pour les personnes qui sont confinées. Donc moi, j'ai envie de dire, encore une fois, c'est pas du tout un conseil, c'est plutôt une espèce de perception que j'ai, c'est de dire, mais le rôle des collectivités, c'est de maintenir coûte que coûte le dialogue avec les différents administrés. C'est évidemment d'être le porte-parole là des différentes mesures qu'on peut entendre à travers tous les réseaux sociaux, à travers toutes les chaînes d'information. Je pense qu'à un moment donné, le rôle de la collectivité, c'est aussi de pouvoir distribuer la bonne parole et d'avoir une espèce de confiance envers ses élus et de dire, mais voilà, ce que mon élu m'a dit, j'y crois, je lui fais confiance. Et je pense que l'un des rôles, c'est vraiment d'être le porte-parole des bonnes informations et en tout cas des informations justes. Et je reviendrai juste après peut-être sur des outils, mais je pense que c'est pas parce qu'on est confiné qu'on peut pas continuer à fédérer et de multiplier en tout cas les opérations qui permettraient de fédérer autour de bonnes actions, autour d'actions notamment solidaires. Je reviendrai un peu après sur un outil peut-être un peu plus précis que simplement collecter des noms et des prénoms. Donc voilà, je donnerai peut-être après quelques astuces. En tout cas, à mon avis, moi, c'est d'essayer tant bien que mal de maintenir le dialogue. Et je trouve franchement que encore une fois, vu de loin, avec un regard d'expert, et on dit souvent l'expert, c'est pas celui qui fait, mais en tout cas, vu de loin, je trouve que les collectivités, enfin, franchement, vous en sortez super bien parce que, enfin, voilà, vous avez dû passer du quasi tout présentiel au quasi tout virtuel et moi, je suis juste bluffé du pragmatisme enfin, voilà, que les collectivités ont réussi à mettre en place, là, voilà, des bonnes actions. Enfin, c'est assez bluffant et ça donne vraiment plein d'envie, en tout cas, de maintenir ce lien, ce dialogue que vous avez réussi à mettre en place. Alors, effectivement, ça c'est, comme tu décris bien, le rôle de la collectivité autour de l'information, autour de la fédération, de la coordination. Jennifer, toi, qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui concrètement dans ta commune en termes d'action sociale? Comment est-ce que vous mobilisez les différents moyens que vous avez, que ce soit les élus, le CCAS? Voilà, qu'est-ce que tu mets en place? Alors déjà, fin février, on a mobilisé le plan communal de sauvegarde, qui est normalement quelque chose qu'on fait pour les cas de canicule ou de grand froid, avec un listing à la fois d'acteurs qu'il faut fédérer autour de nous. Donc c'est les acteurs principaux, bien sûr, de la ville, mais aussi de personnes fragiles qu'il faut contacter. Donc nous, notre listing, il est assez simple, c'est les personnes depuis 75 ans, avec leurs coordonnées. Il a fallu un peu le réactualiser encore là pour le cas. Donc, on a fait cette première réunion avec tous les intervenants et acteurs importants de la ville. Il y a eu un questionnement sur, notamment avec les commerçants, savoir si on en était à l'époque juste à me faire les gestes barrières avec l'affichage, s'ils relayaient ça dans leur commerce. Au début, ils n'ont pas souhaité le faire. Donc après, on est arrivé à faire qu'ils le fassent. Ça devenait évidemment une évidence. Pour la question donc des seniors des plus de 75 ans, on a mis en place avec à peu près une trentaine de bénévoles 2 appels par semaine, juste pour savoir s'ils allaient bien, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Donc ça fait à peu près pour nous dans les 500 appels par semaine. Donc ils ont à peu près entre 10 et 20, pas plus, plutôt 10 même appels pour qu'ils prennent le temps de pouvoir échanger, parce que comme c'était dit, on a une difficulté, comme disait Thierry, sur la question de l'isolement et d'arriver à communiquer. Est-ce que les gens arrivent à avoir les bonnes informations et pas se sentir totalement abandonnés? Donc, ce lien-là permet de garder ce contact-là. On fait aussi des questions de leur proposer de leur faire des courses pour ceux qui ne peuvent pas. Les commerces aussi se relaient pour pouvoir faire des livraisons, mais ça ne répond pas toujours à tout. En dehors de ça, on a aussi mobilisé les professionnels de santé pour avoir des conseils et un suivi particulier, un échange un peu plus étroit avec la collectivité. On avait la chance d'avoir créé une association de professionnels de santé, donc ce qui permet de fédérer un petit peu toutes les énergies et les questionnements qu'on peut avoir, donc qui date un petit peu, mais qui est bien active. Ce qui a été compliqué de mettre en place, ça a été, mais ça on s'y est pris bien avant juste avant les élections, parce qu'on le sentait arriver, la question de prendre en charge les enfants des personnels soignants en cas de fermeture. Et pas que des personnels soignants, il y a aussi cette question-là pour permettre une continuité des services. Donc, on a mobilisé d'abord tous les services des écoles, les agents des écoles, et on a su assez tardivement, mais bon,
les enseignants se sont mobilisés, que les enseignants allaient participer au dispositif, ce qui nous a beaucoup soulagés parce qu'en fait, on a une question de capacité d'hommes. Et la difficulté auquel on se retrouve confronté, c'est que tout le monde ne peut pas être face à quelqu'un qui puisse être contaminé parce que chacun a ses problèmes de santé. Donc, ça fait qu'on a un effectif qui réduit très rapidement en fait dans les gens qui sont en capacité d'intervenir. Et on a fédéré aussi la MJC qui, elle, fait l'accueil du périscolaire extrascolaire pour arriver à proposer des amplitudes horaires suffisamment grandes pour que ces professionnels de santé puissent travailler en toute sérénité. Il y a eu plusieurs autres difficultés, c'est-à-dire que la question du nombre d'enfants qu'on accueille par rapport au nombre d'adultes qu'on mobilise et les risques qu'on fait prendre du coup aussi à ces adultes. Du coup, on s'est fédéré avec d'autres collectivités pour essayer de faire que quand on a 1 ou 2 enfants, on se regroupe pour éviter de mobiliser 6 adultes pour un seul enfant ou 2. Donc, ça évite comme ça aussi à faire prendre des risques inconsidérés. Donc ça fonctionne plutôt bien et grâce au réseau aussi, parce qu'il y a aussi ce côté-là en tant qu'élu, on n'avait pas trop l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire de ne pas être trop changé lors de réunions. Donc, c'est vrai que WhatsApp et les autres réseaux nous ont permis de nous organiser en groupe et donc ça a un peu changé la façon de fonctionner. Il y a eu la question de l'EHPAD sur laquelle je suis en lien chaque jour avec la directrice de l'EHPAD pour savoir comment on pouvait fonctionner et faire en sorte qu'il n'y ait pas de danger particulier parce que c'est vraiment un sujet sensible pour nous. Et on en est là pour les questions du fonctionnement en système D. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de masque. Donc, on a des personnes qui sont venues spontanément, qui avaient des réserves de masques chez eux, qui nous les ont apportés. Donc là, on les a dispatchés à la fois parce qu'on a aussi créé, alors ça c'est plutôt mon mari qui l'a créé sur la commune d'à côté parce qu'il est médecin, un centre de consultation Covid regroupant une centaine de professionnels de santé pour structurer justement l'accueil spécialisé pour éviter qu'ils aillent dans les cabinets de médecine générale. Et donc, du coup, les dotations qu'on a réussi à avoir de personnes qui avaient les stocks chez eux, on les a réparties entre ce centre et l'EHPAD. Et on fait autre chose, c'est que là, juste avant de vous parler, j'étais en atelier couture parce qu'on fait des visières pour essayer d'éviter des projections et qu'on est en train de distribuer à l'EHPAD pour les soignants et aussi qu'on a proposé à plusieurs commerçants qui le souhaitaient et aussi à nos bénévoles. Parce que du coup, nos bénévoles, si le premier temps, c'était beaucoup de téléphone, maintenant, c'est du téléphone, mais aussi du portage de courses. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Après, on a aussi mobilisé les associations. Ça, c'était juste encore quand on pouvait encore se réunir. On les a réunis pour leur dire qu'on aurait certainement besoin d'elles dans le réseau, dans le relayer du message et aussi en tant que potentiel bénévole, vu qu'ils ne pourraient pas se réunir. Après, il y a eu un impact sur la question du fonctionnement de la mairie. La difficulté qu'on avait pour nous, c'était continuer à travailler, à faire une gestion normale à peu près de la collectivité ou du mieux qu'on pouvait, sans qu'il y ait un sentiment d'abandon et sans mettre en danger aussi nos agents. Donc là, on a fonctionné, la mairie aujourd'hui, il n'y a pas d'accueil physique, mais par contre, il y a toujours un agent et un élu qui est présent sur les horaires d'ouverture pour pouvoir répondre. Et donc là, c'est un accueil un standard qui n'arrête pas. Et après, bien sûr, les services techniques qui continuent au niveau de la gestion de la ville. On a aussi un souci sur la question des déchets, où là, c'est une compétence intercommunale. Mais parce que, au-delà de ça, sur la chaîne au-delà de l'intercommunalité, ceux qui gèrent les déchets, beaucoup de structures ont fermé. Donc, du coup, la collecte, ça nous pose quelques difficultés, notamment sur le tri, entre autres. Voilà, je crois que j'ai fait un peu un tour global. Un tour assez complet de toutes les actions. C'est la question des commerçants et du marché. La question des commerçants et du marché, il a fallu aussi permettre aux commerçants de voir avec eux qui est éligible ou pas à rester ouvert. Certains qui peuvent rester ouverts ont souhaité ne pas l'être, donc ça pose aussi d'autres questions au niveau économique et d'accompagnement. D'autres ont repris parce que justement, comme ils n'étaient pas éligibles à fermer, mais il y a SAAQ, du coup, ont dû quand même reprendre leur activité. Donc, c'est voir comment on les accompagne au mieux, les traçages bien sûr au sol, pour avoir des bonnes distances entre les personnes qui attendent dans le magasin, la structuration de chaque magasin, la question du marché. Nous, on a notre marché qui a fermé ce jeudi, j'espère pour pas trop longtemps. Je l'avais maintenu jeudi dernier, alors que beaucoup d'autres l'avaient fermé. Je l'avais maintenu, ça s'est très bien passé, sauf que là, avec des nouvelles directives, on n'était pas en capacité de remplir ce que nous demandaient les services de l'État. Donc voilà, donc là, on a aussi organisé le fonctionnement pour les commerçants du marché aussi, pour pas qu'ils soient trop impactés. On a aussi 2 grandes surfaces sur la ville, et là, ça pose aussi une question de civisme et de fonctionnement. Donc là aussi, on reste assez vigilants. Super, merci Jennifer, c'est hyper riche ce que vous mettez en place, c'est vraiment une politique 360 dans un contexte de crise. Alors tu parlais un peu de bénévolat.
il y a un sujet qui est qu'il y a pas mal d'initiatives qui se lancent à droite à gauche, beaucoup de gens qui veulent s'investir. D'ailleurs, on voit dans le sondage qu'il y a déjà qu'il y a 50% des participants qui ont répondu au sondage qui sont déjà investis dans une action solidaire. Il y a quand même un risque de déperdition d'énergie, il y a un risque que tout ne soit pas complètement aligné. Comment est-ce qu'on fait, Thierry, pour éviter ce risque-là et pour éviter que ça retombe et pour maximiser l'impact de ces actions solidaires? Alors, déjà, on profite de cette vague positive. Enfin, encore une fois, ok, c'est une situation qui est compliquée, ok, on est confiné, mais quand même, enfin, ces actes de solidarité, qu'est-ce que ça redonne comme sourire, quoi. Je trouve que des personnes comme ça qui naturellement disent, mais moi j'ai envie de contribuer, j'ai envie d'être solidaire. Enfin, je trouve que voilà, il faut savoir aussi profiter de ça. Après, en effet, et c'est le risque que plusieurs élus là m'ont partagé ces derniers jours, c'est de dire, mais comment je fais en fait? Comment je fais pour gérer le flux massif de personnes qui lèvent la main en disant, mais moi je veux filer un coup de main, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je serai le plus utile? Voilà. Et en fait, moi, ce que je propose, mais encore une fois, c'est pas lié à cette situation, c'est vraiment ce qu'on essaie de proposer, nous, à travers toutes nos missions d'accompagnement, c'est d'essayer de structurer l'acte volontaire autour de deux axes qui sont qu'est-ce que j'ai comme compétence et qu'est-ce que j'ai comme intérêt pour la mission. Je vais prendre un exemple simple, je pense que c'est Christine là, qui nous posait une question sur le chat en disant mais sur l'éducation, alors moi je ne sais pas ce qu'il faut mettre comme solution pour répondre à la question de Christine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vaut le coup pour un élu de dire mais c'est quoi les enjeux de ma ville? Quels sont les grands enjeux tout de suite là? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la fabrication de masques? Est-ce que c'est la fabrication de visières? Est-ce que c'est le portage de courses? Est-ce que c'est l'aide aux personnes, l'aide aux seniors? Voilà. Et une fois qu'on a identifié les grands enjeux, moi je trouve ça très intéressant de demander aux gens qui font acte de solidarité de dire mais quel est votre niveau de compétence sur les différents enjeux qu'on a pu identifier dans la ville et quel est votre niveau d'intérêt? Parce que ça nous permettra d'engager dans la durée des gens qui ont soit des compétences, parce que voilà, pour fabriquer des masques, il faut une compétence en couture, mais pour fabriquer des masques, il va falloir aussi avoir des gens qui ont envie, qui savent pas coudre, mais qui ont envie de les prendre, de les distribuer, d'assurer une logistique, peut-être d'en faire la communication, de recruter une communauté. Et donc moi, ce que je préconise, et encore une fois avec beaucoup d'humilité, c'est d'essayer de structurer en fait l'espèce de mobilisation massive autour des enjeux qui auront été identifiés dans vos communes, et évidemment les enjeux sont différents en fonction de la commune sur laquelle vous vous trouvez, et d'essayer de les catégoriser en disant ok, mais cette personne qui me fait acte de candidature, elle me fait acte de candidature parce qu'elle est compétente dans tel sujet, ou alors elle n'est pas compétente, mais par contre elle a un intérêt. L'enjeu de ça, c'est de faire durer dans le temps. Ça veut dire que si jamais on emmène avec nous et qu'on demande qu'on demande un coup de main à une personne, un acte de solidarité à une personne parce qu'elle a une compétence, et ben on pourra lui dire, écoute, je t'appelle parce que tu es compétente sur tel sujet et j'aimerais que tu m'aides techniquement à faire avancer ce sujet. Ou alors de dire, mais j'ai bien conscience que sur tel sujet tu n'es pas compétent, mais en revanche tu as montré un intérêt et donc du coup je te fais durer, je te demande un engagement dans le temps parce que je vais alimenter en fait ton centre d'intérêt. Du coup, ça permet vraiment d'utiliser les bonnes personnes au bon moment pour les bonnes choses et les faire durer, en fait. Voilà, de les faire durer. Nous, c'est comme ça qu'on travaille, nous, sur les territoires. En règle générale, quand on est hors période complexe comme on peut l'avoir aujourd'hui, nous, on nous demande souvent, mais comment vous faites pour mobiliser des gens 12, 18, 24 mois sur un sujet aussi complexe que la récupération de la consigne des bouteilles en verre, par exemple, qui est un sujet qu'on a traité. Et ben en fait, on le fait exactement comme ça. Ça veut dire que comme on sait les gens en quoi ils sont compétents et comment ils sont, enfin quel intérêt ils ont pour la démarche, et ben on appelle les gens compétents quand on a besoin d'une compétence, et quand on n'a pas besoin de leurs compétences, on les appelle pas. Par contre, on continue à travailler avec des gens qui montrent un intérêt. Et donc moi, juste ma petite préconisation, c'est essayer de structurer en fait toutes les demandes pour pouvoir faire avancer les sujets rapidement et efficacement pour pouvoir voilà. C'est comme ça que j'essaierai moi d'organiser la coordination. On l'a fait dans plusieurs communes ici dans les Hauts-de-France parce que je suis de Lille. On l'a fait comme ça dans les Hauts-de-France et ça permet en fait de travailler sur plein de sujets à la fois avec des personnes différentes et ils savent exactement pourquoi ils sont mobilisés sur tel enjeu. Ce que tu proposes en fait, Thierry, c'est une méthode à la fois de cartographie au préalable de cartographie des enjeux et pour synthétiser, de faire en sorte que chacun soit au bon endroit en fonction de ses moyens et de ses capacités.
et de ses envies. Ouais, alors je qualifierais juste la notion de cartographie par cartographie inversée. Ça veut dire que quand on fait une cartographie sur un territoire, on a quand même plutôt tendance à essayer de dire, OK, cette personne, on va lui attribuer un rôle ou une mission en fonction de son métier, en fonction de sa profession. Là, l'idée, c'est plutôt de dire, on identifie les enjeux avec les acteurs de la ville, avec les associations, avec les têtes de réseau. Et une fois qu'on a identifié les enjeux, de demander aux gens, en fait. De dire, voilà, moi, j'ai un enjeu sur la fabrication de masques. Quel est ton niveau de compétence? Quel est ton niveau d'intérêt sur cet enjeu-là? J'ai un enjeu sur l'éducation, sur l'accompagnement des familles, par exemple. OK, quel est ton intérêt? Quelle est ta compétence? Et donc, du coup, vraiment de transformer une cartographie classique en j'essaye de mettre des personnes de sa profession ou ce que j'ai pu entendre, en une cartographie intéressée en disant aux gens, mais dites-nous, en fait, quelles sont vos compétences et quels sont vos intérêts. Alors, merci beaucoup pour cette méthode. Il y a une autre question que tu as un peu évoquée, Jennifer, toi, tout à l'heure, sur quand tu racontes que vous travaillez avec d'autres communes sur un périmètre intercommunal. Quand on sait que les régions sont en charge du développement économique, que les départements s'occupent de l'aide sociale et qu'il y a un certain nombre de services qui sont mutualisés, comment est-ce qu'on fait dans un contexte de crise pour travailler avec tous ces échelons? Est-ce que toi, tu mets des choses en place? Comment ça se passe? Alors d'abord, il a fallu dans la réaction, ça a été plutôt le système D, où le premier qui saisit du sujet le traite. Ça a été le cas notamment sur la question de l'accueil des enfants, des personnels soignants, où en tant que, alors c'était le CIVOM, mais comme je préside le CIVOM, c'est plus simple. En tant que compétence école, ça posait pas de difficulté. Par contre, sur la question de la compétence extrascolaire, ça pose la difficulté. Et on s'est posé la question dès le 16 ou 17 mars, la question de l'accueil aussi pendant les temps de vacances et sur une amplitude plus grande que juste le temps de la scolarité. Donc, ça nous a permis d'anticiper. On a juste, moi, j'ai juste contacté l'association qui normalement le gère sous l'égide normalement de la communauté de communes. Mais du coup, on a géré ça directement entre nous. Et après, on a intégré la communauté de communes qui avait peut-être d'autres choses à traiter ou d'autres territoires qui étaient un peu moins organisés. Du coup, ça s'est plutôt bien passé et la communauté de communes a validé tout ce qu'on avait mis en place puisque le territoire y répondait facilement. Ce qui pose d'autres difficultés, par contre, c'est les annonces qui peuvent être faites, notamment au niveau de la région, pour les commerces, parce que ce sont des grandes annonces, mais derrière, on attend toujours les plans un peu plus détaillés pour répondre aux aides qui viendront certainement dans un deuxième temps. Et après aussi, tous les dispositifs d'État, parce que les services sont saturés, notamment pour les commerces. Et donc, il y a aussi cet accompagnement-là. Par contre, on travaille très bien avec la CCI, donc, qui se fait un relais et qu'on essaye, via l'association des commerçants, de relayer. Après, sur les autres compétences, la question des OM, des ordures ménagères, évidemment, est un vrai sujet. Et donc là, on essaye de négocier le fait qu'on puisse stocker dans la déchetterie, mais on n'a pas la compétence, plutôt que de les avoir dans les déchets un peu partout. Alors, une question pour tous les deux. Confinement rime parfois avec isolement et en même temps, du coup, ça fait peur à de nombreux élus qui nous disent comment est-ce que je vais réussir à maintenir du lien social, comment est-ce que je vais réussir à maintenir, entre guillemets, de la joie, une culture positive et à pas faire en sorte que tout ça s'étiole. Toi, j'ai vu, Thierry, notamment, que tu avais lancé une initiative autour des goûters. Je ne sais pas si c'est exactement ça, si c'est la même chose, si ça y participe. Mais comment faire pour justement maintenir ce lien social, je veux dire, au-delà de la solidarité et bien sûr de s'occuper des plus vulnérables, de faire en sorte que toute la collectivité, que tous les habitants soient inclus dans quelque chose de plus large. Alors, je peux répondre sur les goûters. Pareil, c'est un peu dingue. En fait, moi, j'avais besoin d'avoir un projet pour maintenir la dynamique dans mon équipe aussi. Enfin, nous, on est 9. J'avais besoin aussi, voilà. Et donc, quelqu'un de mon équipe a dit, mais ça serait bien qu'on continue, comme notre métier est de créer du lien et de favoriser les rencontres improbables et de créer de la valeur par les rencontres improbables. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on l'a fait virtuellement et on a créé ce qu'on appelle les goûters confinés. Donc, juste un message sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, et puis voilà. En se disant, cet après-midi à 16h, on fait un goûter confiné. Est-ce que vous voulez bien, ceux qui sont intéressés, vous inscrivez. Ça fait 10 jours. C'est 250 personnes au goûter confiné. Voilà. Et en fait, juste ce que cette histoire, en fait, nous apprend, c'est que les gens, ils ont besoin de rester connectés. Et franchement, je partage cette inquiétude. Et là, honnêtement, j'ai pas de solution, mais je partage cette inquiétude de dire, mais comment va-t-on faire pour redonner le sourire à la fin du confinement? En tout cas, ça, c'est un enjeu majeur. Parce que, et j'en parlais avec un élu hier d'une commune de 30 000 habitants ici dans les Hauts-de-France qui me disait, mais Thierry, on aura besoin à la sortie du confinement de recréer ce lien social parce qu'en fait,
enfin, ça va être un enjeu important. Les gens auront envie de se retrouver, ils auront envie de repartager, mais il va falloir donner du sens à tout ça. Donc voilà, donc oui, en effet, nous, on a fait quelque chose de virtuel. Moi, par contre, il y a quelque chose que je voulais juste aborder, Roman, c'était l'ouverture des quelques commerces qui restent, notamment les commerces de proximité. Je pense qu'à travers les commerces de proximité peuvent être aussi des endroits dans lesquels on peut collecter, en fait, les profils des personnes. Moi, j'ai mis dans des commerces ici de proximité ma cartographie inversée avec des élus en disant, voilà, on a identifié des élus, et en fait, on a été dire aux gens, voilà, est-ce que vous voulez bien afficher ça? Et donc, dans la boulangerie, là, qui est à 300 mètres de chez moi, notamment dans ma commune, eh ben, on a les 5 enjeux prioritaires de la mairie en disant, mais vous avez le droit de vous inscrire, mais par contre, vous inscrivez si jamais vous êtes compétent sur l'enjeu, ou vous inscrivez si vous avez un intérêt sur les enjeux. Et en fait, les services de la mairie repassent dans les quelques commerces, et en fait, prennent les coordonnées des personnes et les rappellent en disant, on a vu que vous étiez compétent sur, par exemple, des principes d'éducation, bah, super, qu'est-ce que vous proposez? Parce que on a besoin de répondre à des familles qui sont parfois en difficulté, notamment sur l'éducation. Donc, ces commerces de proximité peuvent être aussi des endroits de lien social, de communication. Ça évite de faire du tout virtuel, qui n'est pas forcément toujours, en fait, la solution pour toutes les Jennifer, personnes. tu veux ajouter quelque chose peut-être? Non, je trouve que c'est super ce que vous avez mis en place. C'est une très bonne idée pour mettre un listing dans les commerces pour proposer à chacun de pouvoir se proposer. Non, nous, pour suivre le lien, ce qu'on a mis en place notamment dans le cadre, alors nous de la médiathèque, c'est faire mise en place, on est en train de le faire, donc moins peut-être réactif, des ateliers que la médiathèque faisait déjà, mais en visio. Alors la difficulté qu'on aura, c'est que c'était beaucoup de seniors qui y participaient, et tout le monde n'est pas connecté, mais voilà, mais c'est des choses qu'on est en train de regarder et de travailler. Ok, super. Et en ce qui concerne une dernière question, et puis après on va prendre quelques questions des participants. Les élus commencent aussi à réfléchir à la sortie du confinement. Alors là, le confinement a été prolongé encore 15 jours, probablement peut-être un peu plus derrière. Est-ce que cette sortie du confinement, toi Jennifer, est-ce que c'est quelque chose que vous anticipez déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'esprit des maires et des élus dès aujourd'hui? Et comment vous envisagez ça? Ouais, c'est un vrai sujet, et notamment, en tout cas pour chez moi, parce que nous, on a beaucoup de petits commerces, donc on anticipe aussi alors à la fois deux choses. Les difficultés pour les petits commerces en se disant qu'il y ait le moins de casse possible, et comment on arrive à absorber l'onde de choc. Donc c'est vrai qu'on a pas mal accompagné. J'ai un élu qui est plutôt technicien, donc il leur a proposé son aide pour faire des sites en ligne rapides pour que les gens puissent continuer à acheter avec une livraison. L'autre question qui se pose aussi, c'est la question pour les enfants. Aujourd'hui, on a, et on le voit, je pense, dans beaucoup de nos collectivités, des écarts qui sont déjà très présents entre des enfants qui sont bien suivis par les parents et d'autres qui sont peut-être un peu moins accompagnés parce que soit les parents sont étrangers, soit ils sont pas c'est pas leur priorité. Et donc, du coup, on s'est dit que l'écart qu'il allait avoir entre ces enfants-là allait être encore plus important avec 1 mois ou 2 de confinement et pas de scolarité et l'école pour faire ce lien-là. Donc, la question de l'accompagnement scolaire post-confinement est un vrai sujet pour nous, pour essayer de gommer l'écart potentiel qui aurait pu se faire entre les enfants. Donc ça, c'est des vrais sujets. Et après, bien sûr, il y aura la question de la gestion de la collectivité en elle-même, parce qu'on va arriver sur des budgets qu'on va pouvoir voter jusqu'à fin juillet, a priori. Bon, en tout cas, ça, c'est les créneaux qu'on nous a dit. Donc voilà, beaucoup de choses qui doivent être mises en place. Et bien sûr, un budget qui sera totalement revu, puisque on avait anticipé forcément des travaux qu'on voulait faire et des choses qui vont être décalées parce qu'on ne sera pas en capacité de les faire, et aussi des besoins d'accompagnement des associations, parce qu'il y a aussi des associations qui sont touchées et qui n'auront pas forcément les rentrées qu'elles devaient avoir, et qu'il faudra pouvoir avoir certainement un fonds de soutien aussi pour permettre à nos forces vives associatives de continuer et perdurer sans trop de difficultés. Donc on a un peu tous ces questionnements-là qu'on est en train de se poser et structurer. Et bien sûr, toutes les autres questions que vous pourriez me donner seraient les bonnes pour qu'on puisse anticiper. Mais c'est vrai qu'on essaie déjà d'anticiper. C'est un vrai sujet, la sortie de crise. Et de ton côté, Thierry, est-ce que ce ne serait pas justement cette sortie de crise l'opportunité de remettre tout le monde autour de la table et de refédérer autour d'un projet? En fait, je pense qu'il y a deux niveaux, et je partage complètement ce que Jennifer vient de dire. C'est en fait le sujet. Comment on s'assure que la solidarité actuelle va parce qu'on aura au moins besoin d'autant de solidarité en sortie de crise que la solidarité qu'on a aujourd'hui. Et je pense que le sujet, par exemple, de l'éducation, qui est un sujet que je travaille et que je partage complètement, c'est de dire c'est pas parce qu'on va sortir du confinement que tout d'un coup tout sera résolu, les enfants retourneront à l'école et puis tout sera comme avant.
Bah non, en fait. Donc du coup, il va falloir que la solidarité perdure, que les initiatives qu'on peut voir apparaître continuent. Et je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de le traiter dès maintenant, pour essayer de mettre en place des plans d'action qui nous permettent d'assurer un suivi de la solidarité. Le deuxième point après c'est peut-être enfin pareil, je veux pas paraître pour le grand rêveur, mais je me dis, mais est-ce que ce confinement, c'est pas aussi un moment dans lequel on pourrait commencer à se dire que le jour d'après sera en effet pas le même que le jour d'avant, et d'essayer de se dire, mais tiens, sur quels enjeux on aurait envie éventuellement de travailler demain pour se dire que voilà, que cette crise qu'on ressorte pas de cette crise exactement de la même façon que quand on y est rentré. On s'aperçoit que la qualité de l'air, qui est un vrai sujet ici dans les Hauts-de-France, ça n'a jamais été aussi bonne que depuis la partie du confinement. Est-ce que c'est pas un moment dans lequel on pourrait se dire, mais tiens, est-ce qu'on refuse finalement l'état dans lequel on était avant cette crise? Voilà, alors je sais que c'est pas toujours audible de dire que, et je suis complètement conscient, je suis chef d'entreprise aussi, mon entreprise est en difficulté, mes gens sont au chômage partiel, donc j'ai bien conscience de la difficulté très pratico-pratique de dire, mais il faut qu'on évite la casse au maximum. Moi, j'ai parfois envie de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi profiter de ce moment pour mettre en place des vraies réflexions qui nous permettraient de refuser l'état initial, en fait, pour ne pas revenir à l'état initial? Voilà, je lance ça. J'aimerais bien que ça soit un sujet, mais je me rends compte que ce n'est pas toujours évident. En tout cas, c'est sûr que c'est un objectif, comme tu dis, que le jour d'après soit pas le même que le jour d'avant. Et c'est aussi ce qu'a dit le président de la République dans son allocution, en disant que, voilà, en reconnaissant que ça allait être une expérience au moins transformatrice, avec évidemment tout ce qu'elle véhicule comme douleur, comme chose difficile, mais aussi comme obstacle surmonté, in fine, comme nouvelle solidarité. Et c'est un peu le sens de la discussion de ce soir. On va prendre maintenant une ou deux questions, même si je vois que Jennifer a pas mal répondu aussi aux questions en direct. On va t'inviter plus souvent, Jennifer, parce que là, tu fais double action. Pour toi, Thierry, une question de Sandrine Picard. Concrètement, comment est-ce que tu structures les actions avec tes deux axes intérêt, compétences? Est-ce que c'est un tableau? Est-ce que c'est une liste? Comment tu fais ça? Alors, en fait, je pourrais envoyer, enfin, je sais pas vraiment comment c'est possible d'envoyer une trame, mais moi, je peux envoyer une trame. Si tu nous l'envoies sur Telegram, on peut la publier sur le Livestorm. Oui, et ben alors du coup je vais faire ça et parce que enfin toutes nos méthodes et tous nos outils sont complètement en open source et plus il y aura de personnes qui utiliseront les méthodes, au plus on sera content. Donc c'est notre indicateur de performance. Pour répondre quand même concrètement, pour essayer d'expliquer, c'est vraiment une matrice sur deux axes, un axe compétence et un axe intérêt. Et en fait, la compétence on l'évalue de 0 à 3. J'ai pas du tout de compétence où je suis un expert, donc de 0 à 3. Et l'intérêt on l'évalue de -2 à 2. Pourquoi -2? Parce que -2, -1, 0, c'est des personnes qui ont une compétence sur un sujet, mais qui sont pas forcément en adéquation avec le sujet. Qui disent, mais ok, je sais coudre, et franchement, faire des maths, ça m'intéresse pas. Donc, ils pourraient même être quasiment bloquants. Donc, du coup, quand on évalue l'intérêt, on se dit, mais ces personnes-là, on va vraiment les utiliser que pour déverrouiller une situation qui est vraiment très, très bloquée. On va vraiment chercher de l'expertise. Et à partir de 0, 1, 2, c'est des personnes qui ont un intérêt, qui se disent, mais voilà, moi, je suis solidaire et je pense que les masques, par exemple, la fabrication de masques est quand même un sujet qui est quand même récurrent en ce moment. La fabrication de masques, c'est pour moi, je sais pas coudre, franchement, j'ai pas les compétences, mais j'ai envie de m'investir parce que c'est aligné avec mes valeurs, c'est aligné avec ce que j'aimerais faire. Et donc, du coup, j'ai pas de compétences, mais je me mets à disposition et j'ai un intérêt sur ça. Et donc, voilà, c'est deux axes. Mais donc, du coup, je mettrai à disposition de tout le monde une matrice que vous pourrez utiliser sans problème. Avec grand plaisir d'ailleurs. Par contre, ce qui est vraiment important de comprendre, excuse-moi Roman, c'est que il faut vraiment faire une matrice par enjeu. Parce que évidemment, il y a des gens qui peuvent avoir des compétences et des intérêts différents sur les enjeux. Les enjeux des masses, c'est pas les mêmes que les enjeux de l'éducation. Et donc, du coup, c'est vraiment important d'avoir une cartographie inversée par enjeu pour justement permettre aux personnes de dire, mais moi, je veux bien donner ma compétence sur les masses, par contre, j'ai un vrai intérêt sur l'éducation. Et donc, voilà. Bah, on enverra de toute façon aux participants dans le mail de clôture, on joindra tes documents ainsi qu'une note sur justement ces enjeux d'accompagnement des solidarités. Une dernière question de Vesselina Garello. Pour toi, Jennifer, qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'action de la mairie est défaillante, notamment en termes d'aide aux personnes isolées ou dans le besoin, et que les assos refusent d'intervenir sans matériel pour se protéger? Est-ce que tu aurais des idées? Alors, la question de Vesselina, comment? Municipale
je crois que Vesselina est conseillère municipale d'opposition, si je ne m'abuse. Ben, nous, on a une association qui s'est constituée spontanément sur la ville avec qui on travaille bien. À savoir, elle s'est créée juste dans ce cas de crise. Ils nous ont proposé leur service. Donc déjà, c'est proposé à la mairie. Après, vous voyez si c'est repris ou pas. Ce qui est compliqué, c'est d'arriver à fédérer tout le monde, toutes les bonnes initiatives autour de projets différents. Par exemple, appeler les seniors, on sait qu'on peut pas le confier à tout le monde parce que ce sont des personnes fragiles. Voilà, il faut connaître les personnes à qui on confie les appels. Voilà, on essaye de connaître les personnes. Mais bon, nous, dans l'association, ça pose pas de difficulté parce qu'on en connaît beaucoup et du coup, on s'interroge pas trop sur cette question-là. Mais ça a été une question quand même qu'on s'est posée. Si la mairie est défaillante et ne fait pas les choses, ben, le mieux, c'est de déjà commencer sur son proche voisinage et faire ce réseau-là, c'est-à-dire via votre réseau, inciter chacun des personnes qui sont autour de vous, que vous connaissez, à être comme un référent de quartier. C'est un peu ce que nous, on avait mis en place en tant que municipalité, et aller voir, alors toujours avec distance, évidemment, les personnes. Et si vous n'avez pas de matériel, je vous avoue, nous, on fait, là, les visières qu'on fait pour éviter les projections, on le fait avec des feuilles plastifiées, transparentes, et un peu de couture pour mettre un élastique autour ou du tissu. Voilà, ça peut se faire malgré tout, on peut avoir les moyens. Système D. C'est vraiment système D, ouais, c'est voilà, les feuilles plastifiées, et voilà, qu'on a plastifiées, et ça fait un système D. On a aussi des associations, et ça, je pense que vous devez certainement en avoir autour de chez vous, qui font des masques tissus. Parce que la difficulté aussi, ça a été un débat ce qu'on a eu aujourd'hui. Nos bénévoles, comment on les protège, sachant que moi je vois les difficultés qu'a mon mari ou les pads pour trouver des masques au niveau chirurgicaux et qui sont utilisés d'habitude. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je pense qu'il ne faut pas forcément les mettre, parce que normalement on doit les mettre que dans le cadre d'une prescription ou pour les professionnels de santé. Donc on essaie de garder ces stocks-là pour ceux qui en ont vraiment le plus besoin. Et du coup, on s'est retourné vers les couturières ou les grands-mères qui font, elles, des masques tissus et qu'on peut laver à 60 degrés et qui peuvent être réutilisables. Et que là, du coup, on va utiliser pour nos bénévoles et ceux qui sont en deuxième ligne, mais dont on a aussi besoin. Voilà, donc c'est vraiment système D. On avait quelques gants, voilà, donc on donne aussi. On fait avec chacun les moyens du bord. Mais je pense qu'on est tous là, et du coup, le mieux, c'est déjà commencer sur votre proche entourage. Voilà, aller faire du porte-à-porte, garder les distances évidemment, laisser peut-être un mot. Nous, par exemple, sur notre plan communal de sauvegarde, il y avait une question qu'on m'a posée, que le seuil devait être à 70 ans. Et en effet, nous, on n'avait fait qu'à 75 ans. Et donc, du coup, la semaine passée, on a pris les listes électorales. On a regardé tous ceux qui étaient entre 70 et 14 ans qu'on n'avait pas pris en compte. Et pour ceux dont on n'avait pas trouvé les adresses sur Internet, on est allé mettre un mot dans leur boîte aux lettres en leur disant, voilà, merci de nous appeler à tel numéro pour nous donner vos coordonnées dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Donc, ça, c'est des choses qui sont à la portée aussi de n'importe qui. Faire un petit papier, l'imprimer et le mettre dans la boîte aux lettres. Et des fois, les gens n'ont pas besoin de beaucoup de choses, si ce n'est qu'une autorisation de sortie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'imprimante chez eux. Et donc, il y a aussi ça. Ça peut être aussi donner un petit coup de main. Voilà. C'est des gestes simples et un peu de lien qui est important. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Super. Si, merci beaucoup, Jennifer. Je pense que en synthèse, ce qui est important, c'est de voir que dans cette période de crise et de confinement, tout le monde peut faire quelque chose. Finalement, tout le monde a quelque chose à apporter, a une envie, une énergie, éventuellement des compétences. Et c'est là que c'est le rôle des collectivités. Si j'essaye de faire la synthèse de ce que vous avez dit tous les deux, c'est le rôle des collectivités à la fois de passer l'information sur ce qui existe, de fédérer les différents acteurs, et d'être capable d'organiser justement ces énergies pour les faire converger vers quelque chose d'utile avec les moyens dont vous disposez. Du coup, là, on va arrêter la conférence maintenant. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Thierry. Roman, est-ce que tu me laisses encore une demi-minute, parce que j'aimerais vraiment répondre à la question de Yves Garnier qui me demande quelle plateforme pour connecter 50 personnes sur les goûters virtuels. Et en fait, ma préconisation, c'est la plateforme, que ça soit Zoom ou autre chose, peu importe. Mais en fait, c'est que les goûters virtuels, j'invite vraiment à ne pas connecter 50 personnes, parce que l'intérêt de faire des rencontres virtuelles, c'est que les gens puissent se parler et puissent se découvrir et puissent partager une anecdote, un bon moment, enfin voilà. Et donc, si jamais les gens sont 50, en fait, c'est pas possible. Ça devient quelque chose de relativement descendant, de dire, voilà, je passe la parole à 50 personnes et donc, du coup, personne ne se parle. Et donc, moi, ma préconisation, c'est plutôt de faire 5 goûters de 10 personnes pour pouvoir fédérer 50 personnes et de multiplier, en fait, les créneaux
pour que les gens puissent vraiment échanger et continuer à avoir un lien social plutôt que de faire à 50. Voilà, ma préconisation. Je voulais vraiment répondre en disant que ma conviction, c'est qu'un goûter à 50, ça marche pas, mais c'est compliqué. Tandis que 5 goûters à 10, c'est juste vraiment génial. Et en plus, on se marre vraiment bien, quoi. Super, merci pour cette super idée. En conclusion, peut-être quelques mots. Il y a Paul qui nous parle du dispositif voisin attentif et solidaire qui peut être activé. Effectivement, il y a des choses qui existent. Il y a aussi la plateforme jeveuxaider.gouv.fr qui permet de recenser des actions d'associations ou de collectivités d'ailleurs et permet aux gens de s'inscrire. Il y a, on en a parlé mardi dernier, mais le channel Désintox sur Telegram de La République En Marche qui permet aussi, c'est important d'avoir des informations et de casser les fake news. Voilà, tout ça, c'est des choses dont vous pouvez vous saisir. Je pense qu'on va arrêter maintenant la conférence. Merci beaucoup Thierry, merci Jennifer. Merci à vous. Quelques mots de conclusion. Alors, vous pouvez retrouver le replay sur notre page et vous inscrire aux prochaines conférences. La prochaine conférence, ce sera jeudi prochain, justement sur le thème de l'accompagnement des commerces en difficulté dans cette période de crise. Et ensuite, on a toute une série, on en a encore 3 autres derrière. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un très bon week-end et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, prenez soin de vous. Au revoir.